Bonsoir tout le monde, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Je vais essayer de partager quelques idées sur cette idée d'entreprise invincible. Franchement, c'est assez pompeux comme terme, donc vraisemblablement, si on avait été plus attentif à ce qui se passait cette année, on aurait peut-être dit entreprise résiliente plutôt qu'invincible. Mais vous allez voir, c'est assez voisin. Avec Alex, nous avons commencé à travailler ensemble il y a plus de 20 ans. On habite dans la même rue, ici à Launay, donc on se voit encore très souvent, on continue à créer pas mal de contenu ensemble. Et en fait, on se considère comme des luthiers. C'est pour ça que j'ai mis cette image. On fabrique des outils qui vont être utilisés par d'autres. Et comme ça vient d'être rappelé, le premier outil qu'on a développé était le business model Canva. Alors, juste un tout petit rappel pour ceux qui ne connaissaient pas, je vais utiliser comme illustration une grande conférence qui est donnée depuis quelques années, que vous connaissez peut-être. Je dis bien la conférence, pas les vidéos, on verra ça plus tard. Donc, la première chose, c'est l'offre qu'on fait aux clients, c'est la proposition de valeur, ce sont les conférences qui étaient sur technologie, entertainment, design, d'où le nom de TED. Les clients de ces conférences sont les influenceurs et que sur invitation, c'est-à-dire le canal pour joindre ces clients et étaient des invitations qu'on envoie personnellement à un certain nombre de personnes, quelques centaines au début, quelques milliers après. Et la relation client, la nature de la relation est assez privilégiée. On essaie de garder un contact excellent avec ces influenceurs, sachant qu'ils vont avoir un impact quand ils vont commencer à en parler, et en particulier pour qu'ils reviennent et qu'ils continuent à payer leurs frais d'inscription à la conférence, qui est le flux de revenus qui se fait à partir de ce que les clients nous donnent pour avoir accès à notre proposition de valeur, dans ce cas-ci les conférences. Ça, c'est ce qui est visible par les gens. Ici, dans la partie gauche, ici, en fait, on va avoir ce qu'on appelle le backstage, c'est-à-dire derrière les coulisses. Il faut des ressources. Dans le cas de TED, ce sont essentiellement des gens, d'accord? Ce sont le staff, les curateurs. En parenthèse, le curateur actuel, c'est Bruno Giussani, qui habite ici à Lausanne, qui est suisse. Une fois qu'on a des ressources, on peut faire quelque chose, d'accord? Donc, ce sont les activités, les grandes activités qu'on fait. Dans ce cas-ci, essentiellement, c'est organiser, animer les conférences et puis assurer la programmation, programmer, recruter, discuter avec les conférenciers. Les conférenciers ne sont pas des ressources que j'ai, mais ce sont des partenaires temporaires. Et peut-être que j'ai un accord avec, depuis quelques années, une grande salle à Vancouver. Et tout ce qui est ici à droite, donc les partenaires, les activités, les ressources ont un coût et c'est ce qui va déterminer ce qu'on appelle la structure de coût. Celle-ci est essentiellement liée à la logistique de la conférence, des conférences. Il y a une deuxième partie en fait dans ce business model, c'est que comme j'ai des influenceurs assez bien, j'ai une certaine visibilité de cette conférence qui est offerte, en guillemets, qui est proposée à des sponsors qui vont me donner un autre flux de revenus, d'accord? Ici, ceux-ci vont me donner des sponsorships, d'accord? Donc, je reviendrai là-dessus, ça c'est le modèle original qui a commencé en 1984, 84, et qui perdure, mais on verra bien sûr qu'il y a eu les vidéos entre-temps. Cet outil était le premier et très vite on s'est rendu compte qu'on avait un enjeu qui était de définir la proposition de valeur, ce qui est ici au milieu, pour avoir une proposition de valeur qui fit bien avec ce que les clients attendent ou pourraient désirer. Et on a créé le Value Proposition Canvas, un outil qui nous aide ou qui vous aide à concevoir et tester des propositions de valeur. Le dernier outil qu'on vient d'introduire, et c'est celui dont je vais parler un peu plus aujourd'hui, c'est une famille d'outils qui va nous permettre de gérer un portefeuille d'innovation et de créer une culture de l'innovation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dernier ouvrage ici s'adresse plutôt à des entreprises existantes, contrairement au premier qui était essentiellement des outils d'entrepreneuriat ou pour des entrepreneurs. Mais je reviendrai sur cette différence. Alors, entreprise invincible ou résiliente, on l'a vu tout à l'heure, pour moi, 3 caractéristiques. Première caractéristique, c'est une entreprise qui est capable de se réinventer régulièrement. Deuxième caractéristique, c'est une entreprise qui va innover par les modèles d'affaires et pas seulement par les produits, pas seulement par la technologie. Et enfin, elle est capable de transcender les frontières habituelles de son domaine d'activité, d'aller un peu chasser en dehors de son domaine d'activité normal. Et pour aider ces entreprises à devenir résilientes ou invincibles, on a imaginé 3 outils, celui que j'évoquais tout à l'heure, le portfolio map,
la notion de pattern, je vais y revenir, et la notion de culture ou quart de la culture. Donc l'agenda pour ce soir, c'est que veut dire gérer un portefeuille d'innovation et pourquoi c'est nécessaire? Question. Deuxièmement, que veut dire inventer ou rénover ou réinventer son modèle d'affaires? Et troisièmement, que veut dire établir une culture de l'innovation qui sera suivie par la conférence de Christian aussi sur cette thématique. Bon. Ça, c'est ce qui nous attend. Donc, je vais commencer avec gérer un portefeuille d'innovation. Alors, quand j'ai imaginé le Canva, que vous voyez ici à gauche, c'était pour aider des jeunes entrepreneurs sur le campus de Lausanne, d'accord, EPFL, l'université, fac de médecine. Donc, ils voulaient créer des entreprises fin des années 80-90 et début des années 2000. Et je voulais quelque chose qui leur permette de raconter l'histoire de leur futur business avant d'établir éventuellement un business plan. Quand les entreprises existantes, et parfois des très grosses, j'en avais quelques-unes ici en face, ont commencé à utiliser le Canva, j'ai été étonné. Pourquoi est-ce que des grosses entreprises comme ça utilisent un outil assez stupide, finalement, assez simple? Et la deuxième chose, on s'est rendu compte très vite avec Alex qu'il y avait un défi particulier que les startups ne connaissent pas. Pourquoi? Une startup, en fait, le parcours normal, c'est j'ai une idée ou j'ai des idées, j'invente, c'est-à-dire je recherche un bon modèle d'affaires. Si je le trouve après un certain temps, je lance et puis je commence à connaître la croissance ou la survie ou j'essaie de me débrouiller pour améliorer les choses. Donc, le processus au début, par nature, est très chaotique. C'est un processus de design. J'essaie, je reviens en arrière, je modifie, je change, je teste. Alors qu'une fois qu'on est dans la phase de croissance, a priori, ça devient du management. Maintenant, une entreprise existante, pas une start-up, ce qu'elle fait, c'est qu'elle gère, elle exécute des business models, souvent plusieurs. Pourquoi? Parce que son histoire a fait qu'elle gère du café, du chocolat, de la nourriture pour chiens, de l'eau si on est Nestlé. Mais ça ne la dispense pas d'envisager quelques nouveaux modèles pour peut-être remplacer des modèles qui pourraient être déclinants dans les modèles qu'elle a en exécution. Donc, si on regarde, en fait, elle doit faire deux choses. Elle doit exploiter, d'accord, c'est cette partie-là, ça c'est du management assez conventionnel, mais peut-être qu'elle peut aussi explorer le futur pour essayer de construire, un peu comme la start-up, un certain nombre de nouvelles aventures pour remplacer peut-être des business qui pourraient disparaître ou décroître. Donc, en fait, on est dans une logique d'être ambidextre. Et pour justement garantir ça, on s'est dit, je veux un outil, avec Alex, il y a 3 ans, on a essayé de mettre au point un outil qui permettrait de visualiser, analyser les 2 collections de modèles d'affaires. Et en fait, l'outil qu'on a appelé de Portfolio Map, c'est un outil donc, qui va nous permettre de positionner, je vais l'expliquer, les différents business models qu'on essaye d'inventer. Donc ça, c'est le jeu de la startup qu'on est en train d'explorer, et les business models que je suis en train d'exécuter, peut-être d'essayer d'améliorer, mais dont certains vont peut-être décroître. La vidéo suivante est une vidéo de 3 minutes et vous êtes les premiers à la regarder avec les sous-titres français. Everything starts with an idea. Even the largest companies were once startups searching for a business model. When startups find their model, they scale and transform it into a mature company. They shift from an entrepreneurial mindset to a managerial mindset. We call these two fundamentally different worlds explore and exploit. Companies must manage both at the same time, a portfolio of existing businesses and a portfolio of new opportunities. The exploit portfolio helps you manage what you have by looking at the return on the one hand and the death and disruption risk on the other. Here you scale emerging business models, renovate declining ones, or make successful ones more resilient. You bolster your exploit portfolio with the following portfolio actions. Bring in outside business models through acquisitions, mergers, partnerships, or investments. Improve existing business models, shifting them from outdated to superior models. Remove business models that don't fit your strategy through divestitures or by dismantling them altogether. Yet, managing what you have is not enough in times of disruption. Even the best business models expire like a yogurt in the fridge. Avoid obsolescence and proactively develop and explore a portfolio of bold initiatives.
Your search for growth engines requires two main activities. Increase the expected return by designing better business models. Reduce the innovation risk through rigorous testing. Adapt ideas based on evidence from the field until a value proposition and business model emerge. You manage your Explorer portfolio with the following portfolio actions. Ideate and test your own business model and value proposition ideas, or invest in outside ventures, or do both. Once you start testing ideas with experiments, the evidence will suggest the path. Persevere and gather stronger evidence. Pivot and adapt the idea a little or a lot. Retire it entirely because the evidence indicates it won't work. To scale a tested and de-risked idea, transfer it to your exploit portfolio or spin it out if it doesn't fit your strategy. When in exploration, know that you can't pick the winner. Early on, good and bad ideas are indistinguishable. The only way to truly identify the winners is by investing small amounts of money in a large number of projects. Retire ideas that can't produce evidence and invest in those showing traction. Want a larger return? You'll need more projects in your innovation funnel. Use the portfolio map to visualize, analyze, and manage your portfolio. Okay, voilà. Et donc, je vais passer en revue très rapidement avec des exemples le portefeuille d'exploitation et le portefeuille d'exploration. Donc, vous avez entendu, hein, donc on essaie de croiser deux axes. C'est l'axe retour. Retour, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi l'impact sociétal ou l'impact environnemental. Donc, ça, c'est le choix du gestionnaire. Et puis ici, c'est la notion de risque. Donc, ici, on a les business models qui rapportent a priori le plus, qui contribuent le plus au succès de votre institution, de votre entreprise, et ceux qui sont les moins risqués. Regardons un petit exemple qui est tiré du rapport d'activité de Logitech de l'année passée. D'accord ? Donc ici, on a son directeur, Bracken Darrell, depuis 6-7 ans, et qui dit « Ok, je suis le principal acteur des périphériques du cloud. » Pas simplement les souris, mais aussi les stations de jeu, des écouteurs pour écouter la musique. Si on regarde le rapport d'activité et qu'on utilise essentiellement cet axe-ci, d'accord, on voit que celui qui rapporte le plus à l'institution, à Logitech, c'est tout ce qui est productivité, c'est-à-dire ordinateur, donc les souris, les claviers et autres. Et puis, c'est le gaming avec la moitié, et puis musique, vidéo, smartphone. Un des enjeux, autant ça c'est facile, parce que ça, on a les chiffres de la comptabilité d'une certaine façon, puisque ce sont les modèles d'affaires existants. Sur cet axe-là, c'est un peu moins évident. Donc là, on a mis au point quelques grilles pour essayer de faire un peu le ranking d'un business model existant en utilisant un certain nombre de questions qui portent sur toutes les composantes du business model. Si on en prend une ici, nous avons perdu 20% de notre clientèle dans les derniers mois. Si c'est le cas, on sera coté assez négativement. Et en fonction de ce profil-là, on va essayer de positionner les différents modèles d'affaires sur cette grille-ci. Quand on a un modèle qui est assez à gauche, ce qu'on essaye de faire, c'est l'améliorer, on vient de le voir. Donc, on essaye de le pousser en haut, si possible, à droite. Une deuxième activité qu'on peut faire pour gérer un portefeuille, c'est désinvestir. C'est ce qu'ils ont fait sur LifeSize, qui est un système de vidéo un peu particulier. Et puis, la troisième grande activité que les entreprises utilisent beaucoup pour gérer un portefeuille, c'est acquérir. Donc, ils ont fait l'acquisition de Cytech Astra pour renforcer le gaming. Ils ont et l'acquisition de Jaybird et Blue pour renforcer le business model musical. Ils avaient investi dans Streamlabs et ils ont fait l'acquisition de Streamlabs, je crois, l'année passée. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est positionner et montrer peut-être certaines actions que l'on peut effectuer sur le portefeuille. Le portefeuille d'exploration, qui est aussi représenté avec d'une certaine façon risque et retour, a une logique complètement différente parce que là, je vais vouloir positionner et montrer l'évolution des modèles d'affaires que je suis en train de construire, dont je cherche le bon modèle. Donc, c'est une logique d'accélération. Je découvre, je valide, j'accélère. Dans certains cas, je dois faire marche arrière, je dois ce qu'on appelle pivoter, changer quelque chose. Je dois parfois jeter, on l'a vu. Et ici, un petit exemple avec une société que vous connaissez peut-être de nom, c'est l'Eurastar, c'est une société qui est ici à Châtel-Saint-Denis. Ils sont les rois, les numéros 1 du fer à repasser et qui ont lancé un nouveau modèle d'affaires il y a un peu plus d'1 an avec un purificateur de vapeur. Bonjour, je suis Iggy. Je défroise votre tenue et purifie tous vos textiles. J'élimine bactéries et acariens, même sans lavage. Et y compris virus. Qu'est-ce qui s'est passé?
ils constatent que le modèle d'affaires classique des fers à repasser commence à devenir plus risqué. Pourquoi? Les jeunes repassent moins. Donc, ils ont lancé depuis 3-4 ans en arrière un certain nombre de modèles d'affaires qu'ils ont commencé à explorer, basés sur des abonnements, des intermédiaires, du big data. Ils ont testé et ils ont vu que ça n'allait pas bien, donc ils ont arrêté certains projets, ils ont tué certains projets. Et ils ont gardé ce projet avec Iggy, dont vous venez voir la petite vidéo. Ils ont testé, persévéré, ils ont essayé dans différents contextes. Je reviendrai sur leur modèle d'affaires dans un moment. Ils ont vu que ça allait bien, surtout sachant qu'ils s'étaient fait certifier comme tuant, je ne sais plus, 95 ou 99% des virus sur des habits et des surfaces. Et donc, ils ont lancé ça un peu en début de l'année passée et ils ont commencé à croître, à exploiter deux modèles d'affaires. Celui toujours de fer à repasser et celui de Iggy. Donc, comment fait-on ça? On n'est pas dans une logique de gérer, mais on est dans une logique entrepreneuriale, d'innovation. On cherche le bon modèle. Deux grandes activités, c'est le design et le testing. D'accord? Le design, c'est quoi? C'est on fait du brainstorming, on essaye du prototypage, de la simulation, d'évaluation. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de trouver potentiellement un modèle d'affaires qui aurait un certain retour intéressant quand on va le lancer en exécution. La deuxième activité, c'est le testing. Testing, ça veut dire qu'on essaie de réduire le risque par des tests. Donc, on fait des hypothèses, on teste sur le terrain avec des clients, beaucoup avec des clients, on apprend et donc on essaie de pousser les modèles d'affaires vers la droite, c'est-à-dire ceux qui sont les moins risqués. Et quand on a des modèles d'affaires qui se trouvent dans cette zone-là, on sait qu'on va pouvoir bientôt le lancer. C'est ça l'idée. Et donc, c'est un processus en fait qui est toujours un peu comme ça. On teste, on design, on redesign, on pivote, on teste. Et à un certain moment, on espère qu'on va faire là. Et sinon, de temps en temps, il faudra tuer. On vient de le voir avec le raster. Mais la ligne est très fine entre la vision qu'a un entrepreneur, la vision qu'a une entreprise existante, le raster par exemple, et l'hallucination. Quelques chiffres, mais très rapides. Ici, c'est 15 ans de statistiques sur les early stage investments dans le monde VC aux États-Unis, sur des centaines de deals. 6 investissements sur 10 perdent de l'argent. 3 investissements sur 10 rapportent 1 fois, 5 fois, 10 fois ou 20 fois la mise. Et seuls 4 sur 1000 rapportent plus que 50 fois la mise. Ça, c'est pour le start-up. Alors, je prends une entreprise existante qui sait gérer. Ils ont les meilleurs managers, si vous voulez, d'une certaine façon. Ils ont une équipe de direction excellente, ils ont des ingénieurs, ils ont des gens brillants. Et ils ont lancé, il y a quelques années en arrière, un programme d'accélération. Et vraiment, ils ont formalisé qu'est-ce que c'était l'innovation chez eux, comment gérer un portefeuille d'exploration. Et donc, ils ont lancé un certain nombre de projets. Sur 3 ans, ils ont lancé 15 nouveaux business, soit à l'intérieur d'une business unit existante, soit comme un business indépendant. Donc, en 2007, 2018, 2019. Ma question pour vous, et vous allez avoir une votation, c'est combien de projets ont-ils lancé en exploration pour être capables de faire émerger 15 après avoir testé et s'être rendu compte que potentiellement, c'était un modèle d'affaires intéressant. Donc ça, c'est la question. Et la régie, voilà, je vous demande de voter. Vous avez cette petite fenêtre qui apparaît, voilà, 900, 200, 100. OK. On continue. 100, 200, 900. 900, mais rendez-vous compte, j'ai écrit, ils donnent 100 000 € à chacun. Donc ça ferait beaucoup. 900, ça fait vraiment un gros investissement, mais c'est une grosse entreprise aussi, dont bien sûr le chiffre d'affaires se compte en milliards. OK, maintenant la régie peut arrêter. Je crois que vous avez été une cinquantaine à voter. Merci, voilà. C'est un bon guess. Effectivement, 200. Et regardez, on va arrêter le Paul ici. Donc effectivement, ça se passe comme ça chez eux. Il y a une première phase de sélection où sur base des projets qui sont soumis, ils en sélectionnent à peu près une vingtaine chaque trimestre. D'accord? Donc, en total, sur ces 3 ans-là, ils en ont pris 200. Ils donnent 3 mois et 120 000 $ pour faire du test. D'accord? Pour essayer de pousser ce business model sur la droite. On est très fort, oui, Anaïs. En deuxième phase, ils vont sélectionner à peu près une équipe sur 3. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà 70% d'échecs. Donc, ils ont investi 120 000 francs fois 140 pour rien d'une certaine façon.
et ils redonnent 300 000 à ces équipes qui permettent d'aller plus loin. Et en phase 3, ils ont sélectionné ces 15 business. Donc, au total, 75% d'échecs. Donc, si vous regardez le 200 par rapport au 15, ça fait à peu près 7% de réussite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on gère un funnel, on gère un entonnoir. Si vous n'avez pas assez de projets au départ, il y a peu de chances que vous aboutissiez à un projet, à un business model intéressant en exploitation. Mais on ne peut pas choisir. Même les meilleurs managers n'arrivent pas à choisir quand ils les voient au début. Il faut passer par ces phases de testing. Pour une PME, bien sûr, ce n'est pas 200 projets, ce n'est pas raisonnable, donc ça sera peut-être 5 projets, on va en accepter 1 sur 5, ou 10 projets, on va en accepter 2 sur 5. L'Eurostar, c'est à peu près 1 sur 5. OK, on est dans les temps. Donc ici, on vient de voir cette notion de portfolio. Maintenant, comment faire pour inventer ou réinventer? Quelques intuitions que nous avons eues et qu'on a essayé d'adresser dans ce deuxième livre pour des entreprises existantes, mais cette partie-là va assez bien pour des startups aussi. On a vu tout à l'heure, on est dans une logique de design, testing design. Moi, je m'intéresse aujourd'hui à cette notion de design. Et parmi les techniques de design que les architectes connaissent bien, que les designers graphiques connaissent bien, il y a cette notion de design by pattern, c'est-à-dire des patterns. Pour nous, un pattern, c'est quoi? C'est une configuration des différents blocs, des différents 9 blocs, mais certains d'entre eux qui vont être une source d'inspiration. D'accord? C'est vraiment m'inspirer, de pouvoir dire, ah tiens, si je faisais comme eux, qu'est-ce que ça deviendrait dans mon domaine? Et on a vu 2 familles. Des patterns qui vont aider à explorer de nouveaux modèles d'affaires et une deuxième famille, une deuxième librairie de patterns qui vont m'aider à shifter, à transformer, à rénover des modèles d'affaires existants. Premier, un pattern d'invention. Donc, pattern d'invention, c'est un pattern qui va m'aider à créer un modèle d'affaires en m'inspirant de choses qui se sont faites par ailleurs. Ah, je vois qu'il l'a fait comme ça. Est-ce que chez moi, ça ferait du sens d'utiliser cette technique? Et je vais l'illustrer. Donc, on est comme ça. On a un pattern qui va être illustré. Et puis, on se dit, tiens, je pourrais m'en servir pour créer un modèle d'affaires dans le domaine qui est le mien, dans mon domaine d'activité. Et là, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que ces 3 modèles d'affaires ont en commun? Amazon Web Services, c'est du cloud computing. Dyson, ce sont des aspirateurs, principalement. Et Waze, c'est faire du monitoring automobile, d'accord, de trafic automobile. Vous allez utiliser la chat window et me dire qu'est-ce qui vous semble commun en des entreprises dans 3 domaines d'activité complètement différents, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Il y a des objets physiques. Peut-on passer de je reviendrai sur les questions tout à l'heure. OK. Tapez dans la chat là pour savoir un peu qu'est-ce que vous auriez pensé de commun. Innovation and Tech, oui. Mais innovation, c'est générique. Quel n'était pas leur business model initial? Pas sûr pour tous, en tout cas pour Amazon Web Services, effectivement. Co-création avec des utilisateurs. Le moins vrai pour les aspirateurs, qui sont très, très focalisés sur les ressources. Données viennent des utilisateurs. Peut-être moins vrai aussi pour les aspirateurs. Collecte de métadonnées. OK. Il y a quelques idées. Nous, ce qui nous a frappé quand on examine le modèle d'affaires de ces choses-là, c'est qu'ils ont construit un château fort sur une ou plusieurs ressources difficiles à copier, impossibles à copier. Difficiles, disons. Donc, si on regarde, l'épicentre de ce pattern, c'est ici la ressource difficile à copier. Et sur base de ça, ils ont construit tout un modèle, bien sûr, avec tous les autres blocs. Si vous regardez Amazon Web Services, c'était une infrastructure informatique qu'ils avaient surdéveloppée pour les livres et pour les objets. Pour Dyson, ce sont des brevets et la propriété intellectuelle. Ils dépensent 6 fois plus que leurs concurrents pour la recherche dans ce domaine-là. Et pour Waze, c'est une collecte d'utilisateurs énorme qui fait qu'avec tout leur téléphone mobile, je peux anticiper les bouchons. Et pour chacun de ces patterns, ici, qui va être une source d'inspiration pour en construire un, on a une question, une trigger question, une question de démarrage. Et la question qu'on va poser, il y en aura plusieurs, il y en aura pour chaque pattern, c'est comment pourrions-nous faire de ressources difficiles ou impossibles à imiter un pilier de notre modèle d'affaires? C'est exactement ce qu'on fait après avoir essayé plusieurs autres patterns. L'Eurostar, en fait, quand ils sont arrivés sur Iggy, ils sont venus de la façon suivante.
Ils ont une technologie qu'ils maîtrisent, sur laquelle ils ont certains brevets qu'on appelle de la vapeur sèche, donc sans humidité, si vous voulez, avec des micro-gouttelettes. Cette technologie Steam, ils se sont dit, mais on pourrait peut-être faire autre chose que repasser. Ils n'y avaient jamais pensé jusque-là. Et c'est là qu'en faisant brainstorming, ils se sont dit, ah, mais ce pattern-là, si on essaie de construire quelque chose, et c'est là qu'ils sont venus avec Iggy, et ils ont bien sûr dû changer complètement leur modèle. Ce ne sont pas les clients qui repassent, non, non, c'est des professionnels, des EMS, des secteurs de la santé, des anxieux. Donc c'est vraiment, ils ont switché et ils ont adapté tout le reste du modèle d'affaires. C'était une source d'inspiration, et on en a imaginé, en tout cas pour les inventions, à peu près 9 modèles différents, plus ou moins centrés à gauche, centrés à droite. Celui qu'on a vu, c'est celui-ci. Et ceux qui sont centrés sur le bas, c'est-à-dire soit sur les coûts, soit sur les revenus. Et j'aimerais bien voir avec vous un exemple de différenciation de revenus. C'est un modèle dans lequel l'épicentre est essentiellement ici focalisé sur le revenu. Xerox, quand ils ont lancé ça, c'était un paper copy. C'est la première fois que dans les bureaux, on payait à la copie imprimée. Fortnite, c'est ce qu'on appelle in-app purchases, donc des achats à l'intérieur d'une application qui est gratuite. Et Spotify, on va voir ce que c'est. Donc, la question qu'on va se poser, c'est une question, quel nouveau flux de revenus ou mécanisme de tarification ou pricing on pourrait introduire pour capter plus de valeur auprès de nos clients ou dans certains cas même débloquer des marchés non rentables, tels que l'impression, on l'a vu tout à l'heure. Et on va faire un exercice avec vous un peu plus compliqué que tout à l'heure, la simple votation. Vous allez avoir 2 minutes pour définir le modèle d'affaires de Spotify, que vous connaissez tous, c'est la musique, le streaming de musique. Le streaming de musique, c'est quoi? C'est, voilà, j'offre ce streaming de chansons à des mélomanes, des gens comme vous, moi qui aime écouter la musique, et c'est un service qui est gratuit. Si on regarde ce pattern, il est centré là-dessus, donc c'est vraisemblablement qu'il y a une autre façon de faire de l'argent que simplement gratuit. Je vous donne maintenant ici des post-it à gauche, des composants de business model et des chiffres qui sont à droite. Et je vous demande de taper dans la chat window 7 lettres, pas une à la fois, non, A, B, C, D, E, F, ou A, C, D, G, B, F. D'accord? Et vous allez avoir 2 minutes pour le faire. Vous comprenez? C'est faire le matching. Donc, quelle est la lettre qui correspond au chiffre 1, au chiffre 2, au chiffre 3, et ainsi de suite. Vous êtes prêts? Donc, vous avez ici l'horloge qui va démarrer. C'est parti. Donc, en 2 minutes, c'est possible de trouver les 7 composants de ce modèle d'affaires qui sont bien sûr centrés sur les 1, 2, 3. Ça, c'est le cœur. Mais ils ont dû adapter le 4, 5, 6, 7 par rapport à iTunes. Non, non, pas une lettre. Non, non, j'ai Chiara. Les 7 lettres correspondantes. Tout de suite, les 7 lettres qui correspondent à ce que vous pensez être les 7 chiffres. D'accord? Donc, G et puis la suite, A, B, C, D, E. Donc, juste taper 7 lettres. La première correspondant au chiffre 1, au chiffre 2, au chiffre 3, au chiffre 4, au chiffre 5, au chiffre 6, au chiffre 7. OK? Nous sommes à 1 minute 20, donc il nous reste encore un petit moment, mais tout le monde doit y arriver. Là, vous êtes en ligne 65. Donc, en tout cas, pour ceux qui connaissent un petit peu le modèle que j'ai rappelé tout à l'heure, le modèle, le business model Canva, c'est vraiment assez facile de retrouver sur base des post-it que j'ai mis ici à gauche, ceux qui correspondent à des clients, à une proposition de valeur, à des clients, à un revenu, à une activité, à une ressource, à un coût, à un partenariat. Mais voilà, François! G, D, E, F, A, C, B pour François. Un expert. Alors, on va voir si c'est juste. Ici, on est à 30 secondes. Ah, ben ça vient, ça vient. G, D, E, B, F, C, A pour Olivier, pour Diego, Christian, B, G, D, F, C, A. OK, OK. G, D, B, F, C, A. G, D, F, A, C, F. F 2 fois pour Steven. Excellent, on va arriver, mais vous êtes encore qu'une dizaine, il faudra encore un peu plus, il faudra aller en chercher au moins la moitié. Ah, mais ça vient, ça vient. OK, super. Beaucoup de professionnels dans la salle, donc on va voir ça. Donc la solution, GDBF ECA, donc c'est quoi? Le streaming payant, donc c'est premium, je paye $9, 6 si vous êtes étudiant, 20 pour une famille. Le segment de clients, ce sont les utilisateurs premium, ceux qui sont prêts à payer, et le revenu
c'est un abonnement, une souscription, c'est 9, 6 ou 20 $. OK, ça c'est ce qui est le centre. C'est là-dessus qu'ils ont focalisé par rapport à iTunes, où vous achetiez musique par musique et vous descendiez ça sur votre propre iPod ou bien iPhone. Ici, en partie gauche, essentiellement, c'est gérer la conversion. C'est gérer le fait que ces personnes-là doivent aller dans ce sens-là. D'accord? Il faut qu'une partie paye pour couvrir les coûts que je pourrais avoir. Les activités, c'est essentiellement… la ressource que j'ai, c'est la base utilisateur, les deux, hein, free et premium, parce que plus j'ai de free, plus si je convertis, je vais avoir des premium. Et puis, bien sûr, j'ai de la plateforme, j'ai des partenariats. Et puis là, il faut faire attention. J'ai des droits d'auteur qui sont très élevés, que je dois payer pour les utilisateurs gratuits et payants, parce qu'ils écoutent la musique. Et je les paye à ces labels musicaux, c'est Sony, Universal, Warner, Merlin. Et regardez, ici, j'ai mis, c'est 70% des revenus qui vont venir de là qui doivent être payés à ces gens-là. C'est énorme. Hein? Donc, c'est 70, au début, c'était 90, puis ça a été 80, maintenant, c'est autour de 70%. Donc, ils doivent faire leur marge et le reste sur les 20-25% qui restent à gauche. Par contre, ils ont été très, très forts. C'est un modèle freemium, hein, donc c'est un modèle dans lequel j'ai des gratuits et des payants. Ils sont très forts parce qu'ils arrivent à convertir des clients ici 40%, alors que des Dropbox, Evernote ou Google Drive convertissent moins que 4%. Donc, c'est vraiment un modèle qui peut être une source d'inspiration et dont je pourrais dire, bah, tiens, ça, je pourrais m'aider de ce type de modèle pour faire, à mon niveau, quelque chose d'innovant du point de vue tarification, modèle de revenu. Ici, je vais maintenant m'intéresser à… J'ai un modèle qui est en exécution et je vais essayer de l'améliorer, de le faire évoluer. Donc ici, j'ai un modèle qui existe, c'est celui que j'exécute maintenant. Je vais appliquer ce qu'on appelle un shift ou un shift pattern pour pouvoir construire un nouveau modèle, d'accord, ici, qui va être celui que je vais essayer d'exécuter. Et là, je vais prendre qu'un exemple avec vous pour être sûr qu'on reste dans les temps. Je vais prendre un exemple de gens qui sont passés d'un marché de niche, petit nombre de clients, très focalisés, parfois très cher, à qui on demande très cher, vers un marché de masse, a priori avec un modèle de revenu moins cher. Généralement, le prix est plus bas, mais le volume est plus grand à cause du mass market. Et là, on va utiliser cet exemple parce qu'au début, on l'a vu, c'est des grandes conférences avec quelques centaines, quelques milliers de personnes. Ici, vous voyez Vancouver. Et ils sont passés de ces conférences select, tout en les gardant, au streaming vidéo que vous connaissez. Je suis sûr que vous avez tous regardé une vidéo TED Talk. Et je vais vous demander de changer ce modèle avec la même technique que tout à l'heure. Ça, c'est le modèle qu'on a vu tout au début de la présentation, qui est le modèle des conférences. Conférenciers, influenceurs, invitations personnelles, très select, assez cher, quelques milliers de dollars. Et ils ont changé ça. D'accord ? Ici, on voit arriver les chiffres et puis les post-it. Et je vais vous demander de nouveau de noter une séquence complète de 7 lettres qui vont correspondre à ces nombres-là avec la proposition de valeur, les clients, les nouveaux clients, le canal qu'ils vont utiliser pour toucher ces clients, le modèle de revenus, des activités clés et des ressources. On ne va pas s'intéresser aux partenaires et à la structure. Donc, de nouveau, on prend l'horloge, je lance l'horloge et on va voir si François gagne à ce coup-ci. Okay, donc, ça, c'est la transformation qu'ils ont fait d'un modèle qui continue à exister, qui est en exécution pour essayer de rénover ou d'améliorer ce modèle avec une autre logique qui est d'offrir une nouvelle proposition de valeur que vous connaissez. OK, 1 minute. OK, réveillez-vous. Il vous reste 1 minute pour trouver les 7 lettres. OK, voilà, ça vient. D, C, E, F, B, A, G. A, C, D, B, F, A, C, G, A, C, B, F, A, C, D, B, F, A, C, E, F, B, G, D. OK, on approche. Mais il nous reste encore 40 secondes. Vous êtes une quinzaine.
Là, 30 secondes pour les derniers. A, C, E, F, B, D, G. Yep. Ouais, c'est bon, c'est bon. Tous professionnels aussi. Les exemples, a priori, ont été choisis pour qu'ils soient tous faisables en 2 minutes. Donc, bien sûr, c'est un peu triché par rapport à la vraie vie. Mais c'est tout bon. Voilà, on est à... Et là, on y est. OK. Donc, regardez, la solution ACDEF BEG, donc les TED Talks, la proposition de valeur, c'est ceux que vous regardez, hein, il y en a des milliers. C'est l'audience globale, c'est maintenant n'importe qui dans le monde qui peut regarder. Ce n'est pas des gens qui se déplacent pour aller à Vancouver et qui payent très cher. Ah, le site web et la façon de joindre, c'est un nouveau canal. Avant d'y aller physiquement dans la salle et vous receviez votre carton d'invitation, maintenant, c'est vous qui décidez d'aller sur TED.com. Et le modèle de revenu, oh, ça c'est étrange. Ça, c'est gratuit. Pourquoi est-ce que je construis un business model comme ça? Pour finalement offrir la gratuité. On y reviendra. Ici à droite, ils ont dû lancer une nouvelle activité colossale. Ils n'avaient jamais fait. C'est une société d'événements, événementiels, qui passe à une société de médias. Et donc, il y a tout ce problème de la production de vidéos de qualité et de sa distribution. Donc, un coût assez faramineux. Et ici, ils ont dû faire un marketing de masse. Ils étaient connus par quelques centaines de personnes ou milliers de personnes, et maintenant, c'est par des millions de personnes, dizaines, centaines de millions. D'accord ? Et l'infrastructure informatique est une chose qu'ils ont dû surdimensionner, de même que soigner leur image de marque pour le mass market. Et ça, ils l'ont fait souvent avec YouTube comme partenaire au début. Donc, ils l'ont fait avec des partenariats. Mais ça, je n'ai pas mis tout. Donc, ce qui s'est passé, ils avaient les têtes conférences. Ils ont appliqué ce pattern qu'on a appelé d'un marché de niche à un marché de masse et ils ont construit ce qu'on vient de voir maintenant. Mais il nous reste ce problème-là. Ce problème de savoir pourquoi je fais quelque chose qui est gratuit, mais le succès, il est foudroyant. Donc, ils ont maintenant à peu près 4000 TED Talks et chaque minute, on parle depuis maintenant 1 heure dans cette soirée. Donc, ça veut dire que depuis 1 heure, ils ont vu des centaines de millions de vues, 6000 vues par minute. Mais ça, c'est troublant. Donc, ça veut dire gratuit, donc on ne peut même pas couvrir les coûts de production. Donc, il faut trouver un modèle. Et là, en fait, il s'est passé la chose suivante. L'audience, on vient de le voir, est énorme. Ça, l'audience est donnée par le mass market, c'est eux. Mais ces gens-là, les gens qui veulent aller à la conférence, c'est encore plus prestigieux parce que maintenant, ils sont super sélectionnés. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années? Les coûts ont le prix demandé à ces gens qui veulent quand même aller à Vancouver est énorme. C'est 10 000, c'est 25 000 pour avoir l'ensemble des services et c'est 250 000 pour avoir l'abonnement pour 5 ans. Et avec ça, ils ont été capables de générer à peu près 60 ou 65 millions pour notamment faire la production et assurer les deux. Le marché super luxueux avec les gens qui vont à Vancouver, cette année-ci, ça sera San Francisco, et puis le marché de masse qui est vous et moi qui regardons ces vidéos. Et donc voilà, des chiffres comme ça, on en a vu une douzaine. Nous, on vient juste de voir celui-ci, From Niche to Mark. Mais un bel exemple, c'est Low Tech to High Tech. C'est Netflix, par exemple, qui envoie des CD à la maison et qui maintenant vous permet de décharger des films en streaming. Tiens, en parenthèse, hein, vous savez que la première conférence TED, c'est en fait le CD de Sony qui a été présenté comme une technologie révolutionnaire de l'époque, en 84. D'accord, c'est spectaculaire. Alors, troisième menu là pour ce soir, établir une culture d'innovation. Là, en fait, il faut d'abord se poser une question. Pourquoi l'innovation est-elle tellement compliquée dans les entreprises, surtout celles un petit peu vieilles ou un peu grosses? C'est que souvent, les managers qui ont été formés à la gestion de l'exécution, de l'exploitation, disent « Ah, mais l'innovation, c'est quoi? Je trouve la bonne idée, j'exécute le plan, je contrôle les résultats, j'évite l'échec, je prédis le futur sur base de ce que je connais. » Et ça marche assez bien sûr, pour l'exécution. C'est sûr que si vous construisez votre 5e entrepôt, vous en avez déjà fait 4, vous savez à peu près comment faire, c'est la gestion de projet. Mais pour l'exploration, ce n'est pas de la gestion de projet, on vient de le voir. 200 projets pour faire aboutir 15. D'accord? Ou bien tout à l'heure, on a vu que 4 entreprises sur 1000 arrivent à faire un joli succès. Donc, ce n'est pas possible d'appliquer la technique de gestion de projet sur ça.
Donc, ça veut dire qu'on doit pouvoir faire deux choses. On doit avoir la culture de l'exécution qui est focalisée sur l'efficacité et la culture de l'innovation qui est focalisée sur essayer de découvrir les bonnes choses par le design et le testing. Et on a mis au point un outil il y a assez longtemps avec Dave Gray, vous voyez ici, qui avait cette quote assez fameuse à l'époque. Si vous voulez comprendre une culture, il faut la cartographier. Donc, il faut être explicite sur cette culture. OK, on va voir ce que ça veut dire. Et avec lui, on a imaginé un outil il y a déjà 6-7 ans. Il nous approche. Et Alex, Yves, est-ce que vous pouvez m'aider? On va essayer de mettre au point un outil très simple pour faire le mapping, la cartographie d'une culture. Et on est venu avec un truc vraiment assez basique. Hein. C'est 3 grands composants. C'est le résultat qu'on souhaite obtenir de cette culture, par exemple d'être plus innovant. Les comportements que je vais observer qui nous permettraient d'atteindre ces résultats souhaités. Et qu'est-ce qui va faciliter ou bloquer ces comportements? Et quand on dit faire le design d'une culture, ce n'est pas le design comme une voiture, c'est le design comme un jardin. Si vous voulez des fleurs dans votre jardin, vous ne pouvez pas dire vous mettez les fleurs. Non, non. Vous allez les observer après un certain temps, après avoir mis de l'eau, des graines, des engrais, des fertilisants. Si vous avez bien fait votre travail à cet endroit-là, donc dans les facilitateurs, vous allez voir pousser les fleurs et dans quelques semaines, quelques mois, vous allez voir arriver des résultats. C'est exactement ce qu'on va essayer d'utiliser pour décrire une culture. Et je vais utiliser ce modèle tout basique pour illustrer une culture de l'innovation. Quels sont les comportements que j'aimerais bien observer dans une entreprise, ou en tout cas dans la partie de l'entreprise qui s'intéresse à créer, explorer les nouveaux modèles? C'est l'envie d'inventer. Ça se voit quand vous débarquez dans certaines entreprises, ils sont tous là en train de s'exciter pour inventer de nouvelles choses. C'est de voir que le leader a donné des guidelines. Vous voyez que le CIO, le directeur général, passe du temps sur l'innovation, que le portefeuille d'innovation est revu chaque trimestre. Vous allez voir aussi que les gens choisissent l'innovation comme une carrière, les talents. Or, ça, c'est très rare. Si vous regardez dans les grands groupes, et vous pouvez faire votre analyse chez vous, c'est souvent, on évite d'aller du côté innovation parce que comme on sait qu'on va parfois se tromper, eh ben, on préfère aller vers l'exécution. Là, c'est assez sûr que notre carrière peut continuer avec des bonus et autres. Et enfin, on a une mesure de la réduction du risque. On est omnibilé par savoir est-ce que j'ai un risque de disruption sur des choses existantes, en général on le fait, mais est-ce que je mesure le risque d'innovation par du testing, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que les gens cumulent sur base de leur expérience et se font une culture de gestion de ces projets d'innovation? Est-ce qu'on choisit les idées non pas sur l'intuition, mais sur la base d'évidences collectées par du testing? Ça, c'est des choses qu'on aimerait observer dans une entreprise qui dit gérer l'innovation ou favoriser l'innovation. Et si c'est le cas, on va peut-être obtenir des résultats du style « Ah ouais, on va être assez résilient au changement, à la disruption. Notre innovation et la croissance va faire partie de cette stratégie. On va voir qu'il y a de nouvelles activités qui se développent. On l'a vu tout à l'heure avec Bosch, même s'il n'y en a pas beaucoup qui réussissent. Ah, on voit que les talents, on les attire. On attire des gens chez nous qui viennent pour créer l'innovation, qui viennent pour créer de nouveaux modèles d'affaires. Et on voit que les actifs de l'entreprise sont en partie utilisés pour cette croissance future. On arrive à créer de nouveaux moteurs de croissance. Et le risque d'innovation est plus ou moins réduit, ça on le mesure, on peut le voir, et on voit que même quand certains modèles déclinent un peu, il y en a d'autres qui reprennent la main. Et ça, on peut le mesurer, on peut le voir, et on peut l'observer dans des entreprises plus ou moins innovantes. Mais il y a des choses qui peuvent bloquer, on a appelé ça des blockers, donc des trucs qui peuvent bloquer le développement d'une culture de type un peu Lean Startup, donc design testing, d'innovation, d'exploration. Une des grosses limites, c'est si le directeur ou l'équipe de direction est focalisée sur les résultats court terme financiers, trimestre par trimestre, ça va bloquer l'innovation. Ce n'est pas possible d'avoir une vision dans laquelle il faut 200 projets pour en faire aboutir 15 si je suis focalisé sur les résultats financiers. C'est vrai aussi si je considère que l'innovation est considérée un peu comme une boîte noire, elle est dans un coin au niveau d'une sous-division du recherche et développement. Ça va être des facteurs bloquants. Je peux avoir un gros facteur bloquant aussi qui est si je récompense les gens, je donne les bonus sur
leur efficacité d'exécution, c'est sûr qu'ils vont éviter de faire de l'innovation, d'accord? Parce qu'ils se disent, oh, augmenter mon chiffre d'affaires d'1%, je vais y arriver si je fais bien mon travail et j'aurai mon bonus. Si je pars à l'exploration, peut-être que je vais rater et je vais être considéré comme loser ou bien comme personne qui a raté son truc. Et puis j'en ai d'autres. J'ai le fait que dans beaucoup d'entreprises, le bloqueur, c'est quoi? C'est que je vais utiliser des mesures de performance qui sont basées sur l'exécution. Je mesure l'innovation avec résultats financiers, efficacité financière, satisfaction des clients. Je n'ai toujours pas d'argent qui rentre à l'exploration, je n'ai toujours pas de clients. Et puis, efficacité des processus, je n'ai toujours pas de processus, je suis dans la phase d'exploration. Donc, si j'ai tout ça, si j'ai des bloqueurs de cette nature-là, vous pourrez en rajouter d'autres, eh bien, ça va être très dur d'observer ces comportements et d'avoir ces résultats. Donc, la première chose qu'il faut essayer de faire, en tout cas pour les gens d'innovation, d'exploration, c'est d'essayer de limiter ça, d'enlever un petit peu ces facteurs bloquants. Et à contrario, je peux essayer de pousser certains enablers, des facilitateurs. J'en donne quelques-uns. Il faut donner des moyens, d'accord? Ça, c'est un gros avantage. Et il faut gérer ce portefeuille. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Donc, il faut contrôler et l'exploitation, évidemment, et l'exploration. Un petit exemple avec Logitech, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Ici, vous avez son directeur qui va faire une analogie. Explain it, called trees, plants, and seeds. And trees, plants, and seeds was the really, really overly simplistic analogy that virtually any company that's been around for more than 10 years is doing, whether they talk to people in public about it or not. But this was mainly for us internally. So the tree was the big old tree, which was on its way to its deathbed, in my view. It's going to fall over and turn into lumber, was the PC peripherals business. The plants could be new businesses, and the seeds would be things we try to create that might be new businesses one day. It's really that simple. So we took 75% of the resources out of the 75% des ressources sur la vieille activité sont données dans les business émergents et ceux qu'on est en train d'explorer. Donc, c'est vraiment de l'argent et c'est un des résultats vraisemblables. Un des résultats qu'on peut observer, c'est la bonne forme, en guillemets, de Logitech si on regarde un peu ces résultats sur les nouveaux portefeuilles d'exécution. Donc, voilà, on doit donner des moyens, sans moyens à l'innovation, des réels moyens, pas juste quelques petits sous. Non, non, comme vous le faisiez ou comme une entreprise a l'habitude de le faire pour la recherche et développement produits, technologies, mais aussi pour l'innovation modèle d'affaires. Une deuxième chose qu'on peut faire, c'est de mettre en œuvre quelque chose qui n'est pas que l'argent, mais aussi donner un certain pouvoir aux gens de l'innovation. Or, souvent, ce que vous observez, c'est que ces gens-là sont un peu dans le coin, comme ils ne rapportent pas encore de l'argent. En face d'eux, ils ont le CEO, le CMO, le CFO. Hey, c'est moi qui ramène l'argent, l'exploitation. Donc, toi, oh, doucement, doucement. Non, non, c'est arriver à donner une légitimité, un pouvoir. Et bien sûr, modifier le système de bonus. Et bien sûr, assurer le lien entre l'exploitation et l'exploration. L'exploration pouvant utiliser des ressources de l'exploitation pour un jour émerger. Je vais illustrer celui-là. Et là, j'ai une question. Et les gens de régie vont m'aider à poser la deuxième votation. C'est combien de temps votre directeur, et si vous êtes, vous, CEO, vous-même, vous avez consacré la semaine passée, ou ont-ils consacré la semaine passée, donc chaque semaine, à l'innovation? Est-ce que c'est entre 2 et 3 jours? Est-ce que c'est entre 1 et 2 jours? Est-ce que c'est entre 10 et 20? Voilà, moins de 10 pour 2 personnes d'entre vous. Mais est-ce que vous avez des CEO à votre connaissance qui passent 50% sur l'innovation business? Est-ce que 25%? Ou bien 10 à 25, ça voudrait dire un jour par semaine, grosso modo. Voilà, on arrive. Donc ici, on a des gens majoritairement pour le moment qui pensent que c'est moins de 2 heures par semaine sur les 60 heures d'un CEO. Et d'autres qui pensent qu'on est de l'ordre d'un jour, un demi-jour, une journée. Merci, on arrête, on voit le résultat. OK, super. Donc, a priori, il y a 32 personnes d'entre vous qui pensent que c'est quand même de l'ordre de peu. Nous avons fait ce test des fois et des fois. D'accord? Vraiment, avec Alex, on le fait à peu près à chaque masterclass et on l'a fait aussi virtuellement depuis un an et demi qu'on a donné ces 150 webinaires. D'accord? Et regardez le résultat, il est très voisin de ce que vous avez signalé ici. D'accord? Donc, il n'y a que 7% des CEO qui passent plus que 50%. Et il y en a 70% qui passent moins de 10% de leur temps, donc de l'ordre de 2 heures, 3 heures, à l'innovation business. C'est interpellant
Donc, la question qu'on s'est posée avec Alex des fois et des fois, c'est de dire, mais est-ce qu'il est vraiment possible d'avoir un CEO ambidextre? Donc, on veut une entreprise ambidextre, mais est-ce que c'est possible d'avoir un chef qui fait les deux, omnibulé par le présent, l'exécution, et aussi prenant en charge le futur? Alors oui, on a certains exemples. Typiquement, Bracken Darrell nous dit, on l'a interviewé 2-3 fois pour le livre, il passe entre 40 et 60% en Californie sur des incubateurs, des accélérateurs qu'il a par là, de son temps de CEO à l'innovation business. Et si ce n'est pas le cas, il y a une suggestion qu'on a faite il y a déjà 3-4 ans en arrière, qui a été prise un peu pour un scandale ou en tout cas une fantaisie. On s'est dit, mais peut-être qu'il faudrait alors avoir 2 chefs. Un qui s'occupe du présent, d'accord, qui s'occupe bien de tout ce qu'il y a, exécution, et un chief entrepreneur qui s'intéresse au futur, donc à l'exploration, et ils sont arbitrés par le board et ils sont peut-être aidés par un ambassadeur qui règle un peu les conflits entre eux. Et on n'a pas vu ça énormément, mais de plus en plus, on voit arriver des entreprises qui ont du succès. J'en prends une chinoise, parce que j'ai pris Logitech Asie, j'ai pris Allemagne avec le Bosch. Ping An, c'est une société d'assurance. Grosse société d'assurance chinoise qui fait tout type d'assurance, vie, objets, un peu de banque, asset management, et qui ont créé depuis 5 ou 6 ans un moteur d'innovation dans lequel ils consacrent 10% de leurs revenus, ça fait à peu près 2 milliards, à lancer des projets et des business models qui sont maintenant en exécution avec un succès spectaculaire, mais qui n'ont rien à voir avec l'assurance. Vous vous souvenez tout à l'heure, entreprise invincible, transcender des frontières. Ils ont lancé des fintech, ils ont lancé des choses dans le domaine des voitures d'occasion, ils ont lancé Good Doctor, qui a maintenant à peu près 300 millions de patients qui sont suivis à distance en santé. C'est une entreprise qui, en 10 ans, est passée de la 400e à la 29e place dans le classement des Fortune Global 500. Et qui est responsable de ça? C'est Jessica Tan, et qui dit ici, la prise de risque est fortement encouragée. On est dans de l'exploration et n'est pas stigmatisée. Et elle est vraiment co-CEO avec Peter Ma, qui est le fondateur de la partie assurance, qui reste en charge de l'exploitation. Et ici, Jessica Tan est en charge de ce moteur d'exploration. En parenthèse, le petit exemple de tout à l'heure de Laura Starr, Julie et Michael sont co-directeurs de cette entreprise. Et puis le dernier aspect qu'il faut soigner, ça me permet de dire un mot, c'est que gérer et créer un nouveau business model requiert des compétences différentes, des outils d'innovation différents, des techniques de développement différents, et on en a vu quelques-unes très rapidement aujourd'hui. Il faut arriver à maîtriser ça. Et sur base de tous ces facilitateurs, on va s'arrêter, on a créé ce qu'on a appelé un Innovation Culture Readiness. C'est en fait une liste avec 9 questions correspondant à ces 9 facilitateurs que je viens de voir très rapidement. Et je vais vous poser une question sur une d'entre elles. Donc, c'est une des questions, c'est celui que j'ai voulu illustrer tout à l'heure, qu'on a appelé « Il faut donner du pouvoir à l'innovation, à l'exploration, et pas simplement de l'argent ». Et le polling que vous avez, qui arrive ici devant vous, mais que la régie va lancer, c'est: est-ce que, 1, vous pensez que les projets chez vous sont assez cachés, assez dissimulés, ou à contrario, qui sont tellement forts dans votre organisation, qui sont tout en haut de la structure, avec un Chief Corporate Officer qui a le même pouvoir que le directeur général, ou bien avec une structure plus ou moins voisine à ça? Alors voilà, on arrive ici, vous êtes 7 à voter sur les 60, merci beaucoup. Donc, projet d'innovation un peu hors, un peu caché, un peu dans différents secteurs de l'entreprise, mais pas nécessairement comme une grosse structure ou une grosse unité. Il est dans l'organigramme, ça c'est la moitié, il est, mais peut-être manque un peu de pouvoir, d'influence, de légitimité. Et il y a une personne qui, dans son entreprise, pense que, voilà, eux, ils ont un pouvoir de faire bouger les choses. OK, on arrête, on regarde un peu le résultat. Super, donc à peu près, on est médian, donc on est dans ceux qui pensent que l'innovation est dans l'organigramme et manque de pouvoir. Voilà ce que je viens de faire très rapidement avec vous. J'ai regardé un peu comment gérer les 2 portefeuilles, les 2 logiques différentes. J'ai vu des patterns de shift ou des patterns d'invention et un tout petit peu rapidement la culture. Il est juste 35, on a commencé. Ouais, c'est parfait. On est dans le good timing. Attendez, merci. Je vais arrêter. Donc, un grand merci. Et avant de repasser la parole pour les questions,
ayez vraiment beaucoup de plaisir. Je crois que les organisateurs se sont donné beaucoup de peine avec des conférenciers excellents, couvrant des sujets, je pense, très d'actualité. Amusez-vous bien. J'ai juste encore un mot à vous dire. J'ai repéré 2-3 personnes qui, je pense, ou je crois savoir qui sont consultants. Et les consultants vous assisent dans certains cas, et je le comprends très, très bien. Et je vais me moquer un tout petit peu d'eux, mais très gentiment, et que sur un seul aspect. C'est que souvent, vous avez des personnes dans les entourages des entreprises qui disent « je sais où va le futur ». Donc, contrairement à dire on ne sait pas prendre les gagnants sans les perdants, il dit « non, non, moi je vais réduire ton risque, je sais, celui-là il va marcher ». OK, mais il ne faut pas oublier que faire des prédictions, c'est compliqué, surtout si ça concerne le futur. C'était une joke d'un physicien. Et donc, ces gens-là ont peut-être des techniques plus ou moins établies, mais sur le portefeuille d'exploration, peu de ces techniques fonctionnent bien. Et on a quelques charlatans. Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévue, celle-là? Vous voyez, Jules Édouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. Voilà, donc méfiez-vous des prévisions. Il faut plus soigner, je pense, l'idée d'explorer, de gérer un portefeuille de projets en exploration et les éliminer au fur et à mesure des tests que vous allez arriver à faire pour faire monter en exploitation 1 ou 2 ou 3 ou 5 beaux projets. Question, je repasse la parole, j'arrête le partage d'écran ici, voilà. Merci beaucoup Yves pour votre intervention. Je pense que vous avez bien montré qu'aujourd'hui, pour innover, il faut prendre des risques, oser, tester, échouer, s'inspirer. Donc, je vais laisser 2-3 minutes à toute l'audience pour prendre les questions, les noter. Profitez, ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir la chance de poser des questions en direct à Yves. Je ne sais pas, moi j'en ai noté déjà 5, donc je pense que je ne vais pas donner mes propres questions, mais donc voilà, ça commence à arriver. Merci beaucoup. Donc top, Natacha qui dit merci, on a Diego aussi, Clio qui explique que c'était passionnant, un énorme merci. Donc merci pour l'énergie Yves. Merci à vous tous, c'est bien. Merci. On va prendre peut-être la première question qui est basée sur des exemples que vous avez donnés Yves sur AWS, Dyson et Waze. Quels sont les risques finalement de perdre des parts de marché sur la durée? Mélodie nous parle du monopole du Thermomix qui est désormais égratigné par la concurrence Moulinex, etc. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je pense que c'est exactement ce que je viens d'expliquer. J'ai dit les business models que vous avez en exécution, ils ont marché très bien. Ils marchent très bien. On a vu des exemples, mais ça marche très bien. Donc, c'est des business models qui rapportent de l'argent, qui sont assez peu risqués. Si vous monitorez avec des grilles d'analyse de risque ces modèles d'affaires, même s'ils ne sont pas encore en train nécessairement de décroître au niveau du revenu, peut-être qu'on peut essayer de voir dans quelle mesure ils sont en train de tirer vers la gauche, c'est-à-dire d'avoir une approche un peu plus risquée. Et donc, bien sûr que ça va arriver, et bien sûr que Dyson a des concurrents, et bien sûr qu'il y a d'autres solutions du cloud que celle d'Amazon, et vous le savez bien. Donc, bien sûr que ça vient. C'est à gérer. L'idée, c'est quoi? C'est de monitorer ce risque-là et de savoir quand il redescend pour savoir éventuellement comment l'améliorer, c'est-à-dire le repousser à droite, dérisquer, le pousser en haut pour faire un revenu peut-être supplémentaire. OK, ça, c'est ce que les managers savent bien faire. Et puis, peut-être que dans le même temps, il faut reconsidérer des modèles d'affaires pour le futur et on est en logique d'exploration. L'Eurastar, c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est le numéro 1 du fer à repasser. Pendant des années, pendant plus de 20 ans, ils ont été en croissance absolue. Mais ils se sont rendus compte que le modèle du fer à repasser, parce que, pas nécessairement peut-être les concurrents, oui, mais aussi par le fait que le marché a évolué, qu'on repasse moins, ils se sont dit, peut-être qu'il faudrait que je commence à explorer d'autres pistes, pas nécessairement dans mon modèle réduit, dans mon secteur d'activité réduit, mais peut-être quelque chose qui va remplacer. Ils ont fait IGI, ils en ont d'autres actuellement en gestation, on verra ce qui va sortir. Donc, bien sûr que ça va venir, c'est sûr. Alors, l'avantage de certains, c'est qu'ils arrivent à garder un avantage concurrentiel assez longtemps. Ce que les économistes observent malgré tout, des gens de management, c'est que la durée de ces avantages concurrentiels, compétitifs, diminue par rapport à ce que ça a été il y a des années en arrière. D'accord? Donc, le cycle est un peu plus court, semble-t-il. Mais en tout cas, ça va arriver. Donc, c'est une bonne question de Mélodie. C'est évident que c'est là. Donc, il faut s'y préparer. Donc, soigner l'exploitation, améliorer, et soigner l'exploration, inventer, et venir pousser de temps en temps certains qui vont remplacer d'autres. Merci beaucoup, Yves. Alors, il y a beaucoup de questions. Bonne question. J'aime bien la question parce que Michael Ramonda l'avait déjà posé tout à l'heure.
Est-ce qu'on peut passer de l'exploration, on passe de l'exploration vers l'exploitation, est-ce qu'on peut passer dans l'autre sens, de l'exploitation vers l'exploration? Oui, je vais vous expliquer comment. Imaginez que vous avez un modèle d'exécution et vous dites, je vais l'améliorer. Mais ce n'est pas une petite amélioration, c'est un truc quand même qui va être assez compliqué. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire parfois? Je vais le remettre dans un incubateur ou un accélérateur ou un centre d'innovation. Je vais le rebooster avec des techniques d'exploration, de testing et autres. Il continue à faire de l'argent à l'exploitation, vraisemblablement, on l'espère. Mais je vais le soigner dans une logique d'exploration. Et puis, je vais le faire remonter, le repasser quand j'aurai fait. Donc, c'était une jolie question. Je laisse les questions. Vas-y, Anaïs, choisis. Non, mais je suis désolée. Moi, j'aimerais rester avec vous toutes et tous toute la soirée et poser des questions, aller prendre un verre et tout ça. Mais je dois me faire la gardienne du temps. Donc, Yves, j'ai noté les questions. On va voir comment on peut y répondre et tout ça. Donc, on va en prendre une dernière. Okay. Voilà, je vais prendre une comme ça. Juste, ne m'en voulez pas, mais… comment on peut faire aussi, parce que là on a parlé des personnes qui n'avaient pas assez d'idées, un outil pour trier les modèles avec des personnes qui auraient beaucoup trop d'idées. Donc, comment on peut faire pour trier? Alors pour moi, ça c'est vraiment facile. Les idées, c'est ce qui… Oui, non, c'est excellent. Les idées, c'est ce qui coûte le moins cher dans les entreprises. Tout le monde peut avoir des idées et généralement, il y a tellement de gens brillants et tout ça. Les idées, elles vont arriver. Juste un petit exemple. Sony, pour faire aboutir 5 business, ils sont partis avec 750 idées qu'ils ont explorées et aller plus loin. Donc, les idées sont là. Comment est-ce qu'on va les tuer rapidement? On va faire des premiers tests, donc on va faire un premier canevas, soit de proposition de valeur, soit de business model. On va dégager quelques hypothèses, on va les tester et très vite avec certains interviews clients, landing page, MVP, on va arriver à montrer non, ça ne marche pas, non, ça ne marche pas, non, ça ne marche pas. Donc je pense que les idées, la façon de tuer les idées, c'est par design et testing. Et on ne va pas le faire à l'intuition, mais on va les faire sur les évidences, les preuves collectionnées pendant les activités de testing. Et ces activités de testing, au début, c'est des petits montants, c'est quelques milliers de francs pour vite tester 2-3 choses. Et plus on va réduire le risque, plus il va falloir mettre de l'argent pour faire des tests plus sophistiqués, avec des préventes, des mock sales, et tout ça. Donc, on va rentrer dans une logique de testing riche, en guillemets, et qui va supposer beaucoup de moyens pour le faire, et des techniques pour vérifier la faisabilité, et tout ça. Mais je pense qu'au début, on peut mettre en place des structures d'abord d'évaluation et puis de testing pour tuer les bonnes idées. Au départ, elles sont toutes bonnes, c'est ça qu'il faut comprendre. Je ne sais pas quelles sont les mauvaises. Donc, en tout cas, la pire des solutions serait de demander au directeur de choisir les bonnes idées. Parce qu'il n'y a pas plus de raison que lui sache les bonnes idées à l'avance que les gens qui sont sous le terrain. Donc, sortir du building. Il faut avoir ce dialogue avec les clients, il faut trouver d'autres techniques avec des call to action de telle sorte qu'ils puissent réagir. Et à partir de là, je vais collectionner des évidences, et puis on a des grilles pour le faire, pour dire, je pense que maintenant il est temps de lancer, ou il est temps d'aller plus loin, ou il est temps de tuer. Voilà. Donc, mais oui, excellente question, bien sûr. Mais il n'y a que des bonnes idées au départ, c'est ça qu'il faut. Donc, tuer les mauvaises, non, j'espère tuer les mauvaises après avoir vu qu'elles étaient mauvaises, ou avoir testé qu'elles étaient mauvaises. Merci Anaïs. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de présenter. Merci pour l'invitation, Claude. Donc, j'ai choisi de nommer tout ceci. Sans les collaborateurs, vous ne pouvez pas innover. Et donc, évidemment, c'est l'importance d'accompagner la vision pour créer une culture soutenable et innovante en même temps et surtout. Alors, que s'est-il passé l'année passée en printemps 2020 comme le montre l'image, nous avons fait un saut en avant en 4 mois d'environ le même montant d'années, donc disons 4 ans. Et en même temps, beaucoup de choses ont commencé à changer encore plus vite qu'avant. Et surtout, par exemple, le WEF a fait un sondage, a listé les 10 compétences requises, vraiment qui sont tout en haut, vers 2025. Ça commence déjà maintenant. Donc, on parle beaucoup de reskilling. Et si j'en prends uniquement 3 qui sont essentiels sans faire la priorisation,
c'est donc de penser de façon analytique, de pouvoir analyser et puis surtout d'innover, comme on en parle avec Yves, et de l'apprentissage actif et d'avoir des stratégies pour l'apprentissage, pour le unskilling et le reskilling, comme on le dit en anglais. Et puis surtout, il s'agit, vous allez le voir, de leadership et d'influence sociale. Donc, aussi, comme le montre un sondage fait à peu près en même temps l'année passée par McKinsey, il est montré qu'il y a eu un changement, un shift de 2019 à 2020 déjà, en ce qui concerne le leadership et le management des autres, qui a augmenté de 10 points et ça continue à augmenter surtout la demande pour un leadership qui est adéquat, et on va y voir tout de suite, et absolument essentiel pour pouvoir innover. De pouvoir penser de façon critique, de prendre des décisions, surtout c'est important. Et regardez une fois ici le project management, nous parlons de portfolio management, program management et de project management en même temps, que ce soit agile, hybride ou bien toujours encore waterfall chez certains. Et par nécessité de la nature des projets des fois aussi. Alors, que se passe-t-il? C'est comme si c'était ouragan. Maintenant, tout a commencé à vraiment accélérer de plus en plus vite. Et ce qui est vraiment clair maintenant, l'incertitude dans laquelle on se trouve nécessite qu'on puisse innover de façon rapide, qu'on puisse vraiment agir rapidement. Et on a un souci aujourd'hui, comme il a été dit par Yves, le souci c'est que seulement il y a 70% des CEO qui ne passent pas assez de temps sur l'innovation. Et c'est sine qua non, parce que ce que je fais moi comme leader, comme CEO, ça va être suivi par les autres. Et si je ne mets pas l'action derrière la parole, ça ne va pas se passer. Pourquoi c'est important pour moi si ce n'est pas important pour lui? Ah non, c'est eux qui vont faire. Moi, je suis à l'étage là, avec mon tapis bien épais, en train de faire autre chose, d'autres occupations professionnelles qui sont assez importantes dans mon idée. Mais vous faites. Donc voilà, tout ça doit changer. Donc la survie passe par la transformation culturelle. Et pourquoi? Parce que sans cette transformation culturelle qui a été en partie évoquée, enfin ça a été dit plus ou moins par Yves, alors regardons les forces motrices derrière cette transformation culturelle qui est sine qua non pour l'agilité de l'entreprise. Donc il s'agit d'abord de l'innovation. Donc la première erreur qui est toujours encore le cas, comme on l'a vu par la présentation de Yves, il est évident que nous avons toujours encore cette culture de la frayeur qui règne. Donc, je vais vous faire juste un petit théâtre, et vraiment, ne prenez pas ça mal. Je dis, Anaïs, maintenant c'est la 3e fois que nous discutons ce sujet et puis vous essayez toujours encore autre chose. Ça, c'est la 3e fois. Qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que vous n'aurez plus envie d'essayer parce que je vous tape sur la tête, soi-disant, et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Plutôt, je vous pose la question, Anaïs, qu'est-ce que vous avez fait comme erreur ce mois-ci? Quoi, vous voulez me virer? Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que, dites-moi ce qu'il y a. Oui, en fait, on a essayé ceci avec le client. Ah bon, le client était inculpé. Moi, j'étais informé, mais je ne fais semblant de rien. Le client était dans cette histoire, mais le client m'a aussi aidé à arranger les choses pour que ça se passe bien. Très bien. Alors, je vous propose que vous allez, dans le prochain All Employee Meeting, vous allez sur la tribune. Comment je vais perdre le visage? Pas du tout. On va vous célébrer parce que vous avez essayé de faire quelque chose de nouveau. Donc, c'est ça. Et c'est aussi moi qui dois, comme CEO, je dois absolument mettre le geste et la parole. C'est moi aussi d'admettre publiquement, ouvertement, mes propres erreurs. Donc, c'est ça le facteur déclenchant pour pouvoir innover du tout. Parce que pour pouvoir non seulement exploiter, mais aussi explorer,
il faut un management différent qui permet le fail fast forward. Autrement, ça ne se passera pas comme ça. Alors, ne perdons pas le temps là-dessus. La durabilité, un autre sujet qui est dans ce triangle des forces motrices. Pourquoi? Parce que ce n'est plus une option de ne pas traiter le sujet, ça fait avec la survie, la concurrence doit s'adapter à ça. Pourquoi? Parce que les clients demandent qu'on adresse les sujets du réchauffement du climat et de tous les autres sujets, Sustainable Development Goals de l'agenda ONU 2030. Donc ça, c'est indispensable aussi parce que les jeunes, nouvelle génération, ils ne veulent pas venir pour un job description. Ils viennent pourquoi? Ils viennent pour les valeurs qui sont créées. Et donc, par conséquent, aussi, la transformation digitale demande de nouvelles façons de travailler. Et tout ça avec la valeur client au centre. Et puis, faciliter comment, comme vous pouvez le deviner, par un leadership qui non seulement prononce les valeurs, en anglais fait du lip service, non, il s'agit vraiment de joindre le geste à la parole. Et de quoi s'agit-il? Au final, il s'agit évidemment de vraiment montrer que c'est moi qui va vivre ces nouveaux comportements que nous avons définis, sur lesquels j'ai engagé mon équipe, et on s'est mis d'accord. Et aussi, je peux vous réveiller à 3 heures du matin et vous demander quelles sont les 3 valeurs et qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Vous pouvez me le répéter comme ça. Et puis, chaque matin, vous sautez du lit parce que, ouais, votre travail, c'est génial dans un super leadership, je peux me développer, je peux innover. Donc, c'est ce genre de leadership qu'il faut pour pouvoir créer cette ambidextrité avec l'exploration et l'exploitation. Pourquoi? Parce que ces business models qu'on vient de voir avec Yves, il doit pouvoir s'adapter très facilement, très vite, très rapidement. Et à l'heure actuelle, dans beaucoup de sociétés, au moins un trimestre pour adapter les business models. Et ça, c'est fini maintenant avec les écosystèmes qui se développent. Tout va de plus en plus vite. On doit prendre des décisions basées sur les données en temps réel. Et donc, pour ceci, il faut un leadership complètement différent. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un leadership courageux qui a les guts, disons en anglais comme ça, qui a le culot ou le courage de prendre des décisions qui sont dans le noir des fois. Plutôt prendre une décision, ça c'est moi, plutôt je prends une décision où je vois pas tout à fait où ça mène. Pourquoi? Parce que si c'est pas bien, on peut corriger la décision. Et il s'agit de créer l'engagement, pas que c'est le patron qui décide, mais la décision de la mesure du possible, c'est fait en collaboration, en engageant tout le monde ou les personnes nécessaires dans la société pour arriver à la bonne décision. Parce que ce n'est pas moi qui sais exactement comment les choses doivent se faire. C'est pour ça que l'organisation, pour que vous puissiez vous développer et vous innover aussi. Alors, je suis passé un peu trop vite. Voilà. Donc, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de faire un petit sondage. Alors, par rapport à ce que Yves nous a présenté, les qualités de leadership des entreprises invincibles et résilientes, quelles sont-elles? Je vous demande d'entrer dans un browser et taper www.menti.com. Et quand vous y êtes, vous voyez le code en haut, c'est 92 42 32 33. Et ce que je demande de faire, c'est de choisir, parce que vous devez choisir vous-même, entre 1 et 7 qualités, il y a 7 qualités en tout, que vous pensez sont les qualités indispensables du leadership dans les entreprises invincibles et résilientes. Et vous pouvez en sauter ou prendre seulement 3, mais de préférence 7. Et puis, je vous demande aussi de les trier. Comme ça, nous verrons si on a un sondage pareil, on va voir quelle qualité vous pensez, l'audience pense, est la qualité la plus importante. Alors, je vous donne 1 minute et allez-y. C'est donc www.menti.com, 92 42 32 33 est le code.
vais juste vérifier que ça marche. Moi, j'ai fait des tests moi-même. Il y a toujours… Ça marche, t'inquiète pas. C'est bien, merci, parce que je ne vois rien encore. Alors, je fais peut-être un petit update. Voilà. Alors, j'attends pour voir. Normalement, ça devrait marcher tout de suite. J'essaie de faire un reload, même si c'est risqué. Voilà. J'ai demandé un reload. Voilà. Peut-être on va voir. Ah, ça marche. Parfait. Voilà. Disponibilité à l'échec. Merci beaucoup. Ça est adaptable. Exactement. Et c'est aussi instaurer la confiance. Mais bien sûr, instaurer la confiance, comment faire ben voilà, moi j'ai essayé tel et tel truc et puis ça n'a pas marché. Ou bien carrément, j'ai fait une erreur parce que j'ai essayé ça, mais ce n'était pas pour être négatif ou jouer à un jeu, parce que j'ai horreur de ça perso. Il s'agit de vraiment sortir le meilleur de l'organisation et de ces parties prenantes qui sont, que sont vous, les collègues. Voilà, donc on a disponibilité à l'échec, instaurer la confiance, adaptable. Et puis la transparence. Parfait, merci beaucoup. Alors, je continue et je vais passer comme ça. Alors voilà. Je me suis dit que je suis maintenant obligé de sortir là, ça ne marchait pas pourtant avant, mais on ne s'inquiète pas. Juste un petit truc. Alors, je fais End Show, je dois repasser dans le prochain slide, vous m'excusez. C'est un truc qui marchait avant. Voilà. Donc, on ne va pas s'inquiéter trop fort. On va passer comme ça. Et puis, je repartage mon écran. Je partage mon écran. Voilà. Juste un petit instant. Petit couac. Et en même temps, on n'a pas encore eu de problème avec la technique, donc c'est pas marrant. Tu vois, tu t'en sors très bien. Bravo, cool. Voilà, on fait comme on peut. D'accord? Bon. Alors, je vais juste faire un dernier truc parce que c'est pas joli. Donnez-moi juste une petite seconde. Je ne veux pas me stresser, c'est tranquille. Voilà. Alors, on voit en haut. Alors, slideshow. Bon. Je vais laisser ça, vous voyez le ruban en haut, tant pis, c'est comme ça. On avance, on perd du temps. Alors, un changement réussi nécessite des aspects techniques et humains. De quoi je parle? Alors, ça, c'est un slide qui vient de ProSci. ProSci est le leader mondial en change management. Ils sont basés aux États-Unis. Ils font de la recherche en change management depuis 1994. Et ils font aussi des biannual surveys, donc ils font des sondages tous les 2 ans en ce qui concerne les meilleures pratiques dans la conduite du changement. Et de là, on ressort ce genre de choses qui dit que forcément, nous allons, la plupart du temps, pourquoi est-ce que les changements ne réussissent pas, comme par exemple implémenter seulement le portfolio management qui est souvent même pas sur place dans la société. Donc, il s'agit de faire dans ce dual mode, dans le mode double dont on parlait. Donc, on parle d'explorer et d'exploiter, qui sont des choses complètement différentes, comme il le dit, mais ça se fait quelque part sous la même couverture, avec le board ou bien un CEO qui sait organiser ça correctement s'il le faut. Je vais vous donner un exemple d'une société dans les télécoms. L'incumbent, pas Swisscom, l'incumbent en Suède qui est Telia Company, ils ont, il y a quelques années, créé une structure séparée qui s'appelle Division X et qui est complètement focalisée sur l'innovation, mais qui a évidemment son CEO, mais qui est toujours sous le groupe CEO, Alison Kirby, qui est la chef de Telia Company, juste comme exemple. Alors, quel est le sujet ici? Le sujet, il est que normalement, on pense juste au côté technique, juste le projet ou le programme, et c'est un projet d'implémenter ce que Yves nous propose, évidemment. Et donc, il s'agit de raccourcir le temps que ça prend du point de départ jusqu'à qu'on a ces nouvelles capacités qui font partie du changement. Donc, pourquoi? Pour arriver au résultat, pour avoir des bénéfices à réaliser et puis pour réussir. Donc, il s'agit d'intégrer le côté de la conduite du changement, donc la partie humaine, et
Pourquoi? Pour qu'on commence à utiliser les nouvelles capacités, qu'on ait les connaissances là-dessus, je reviens là-dessus plus tard, et aussi d'adopter les solutions et puis de les utiliser et d'avoir des nouveaux comportements, des nouvelles façons de travailler et aussi l'utilisation de nouveaux logiciels qui est souvent le cas quand on fait des changements ou des transformations. Voilà, je continue sur le prochain. Donc, les principales raisons d'appliquer la gestion du changement selon ProSci, et moi je partage ça, je suis moi-même certifié ADKAR Change Management Practitioner de ProSci. Et la raison numéro 1, pourquoi on veut appliquer la gestion du changement, c'est d'accroître la probabilité du succès de cette initiative du changement. De faire en sorte qu'on ne construit pas, on ne bâtit pas la résistance au début, on essaie de l'amoindrir, au contraire. Et c'est ça, il faut commencer avec la gestion du changement ou le change management au début de votre initiative. Si vous ne le faites pas, pour chaque jour qu'il y a un délai, plus la résistance s'accroît, et le plus difficile ce sera d'amener les parties prenantes et de réussir avec le changement. Ça, c'est extrêmement important. Et surtout, de pouvoir réaliser les bénéfices pour lesquels cette initiative a été mise sur place, c'est-à-dire le ROI, mais c'est le ROI qui dépend de nous, des êtres humains. Donc, ce qu'on fait, c'est de pouvoir mesurer, et il est possible de le faire grâce aux outils de ProSci. Je l'ai réussi à le faire, par exemple, avec beaucoup de sociétés, mais je donne un exemple, SOS Enfants Village, où on a pu accélérer la transformation culturelle parce qu'on pouvait mesurer, et puis aussi, on pouvait surtout, dans le détail, on pouvait voir où en est chaque personne. Donc, si au total, ça avait l'air bien en ce qui concerne la conscience, pourquoi est-ce qu'on change, on savait pourquoi, il y en avait certains qui faisaient la résistance. Donc, on pouvait adresser ça de façon à accélérer le changement et de réduire la résistance au début, tout de suite. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, très important, et surtout maintenant, comme je dis, avec cet ouragan, comme vous l'avez vu, qui va être de plus en plus vite, il est essentiel de vraiment incorporer la compétence la conduite de changement dans l'organisation, que ce soit pas quelque chose qui soit mené comme un workstream séparé ou qui soit quelque chose qu'on dit non, écoutez, de l'OS, ça suffit, ça coûte trop cher. Qu'est-ce qui va coûter cher? C'est que si vous n'avez pas la conduite du changement et de façon intégrée, vous risquez que toute initiative donc, devienne un coût au lieu d'un investissement. Et ce que dit ProSci dans ses recherches et ses sondages, chaque deuxième année, ils ont conclu que les sociétés qui ont une façon efficace d'intégrer la conduite du changement ont 6 fois plus de chances d'être dans les délais selon le budget et puis aussi de pouvoir réaliser les bénéfices et d'en ressortir l'ROI. Et ROI qui dépend que nous, les personnes, font les choses autrement. Ce ne sont pas les outils ou les façons de travailler qui changent si on n'est pas dedans et on n'a pas adopté tout ça nous-mêmes et on a les connaissances. Je vais venir là-dessus. Alors, le prochain sondage, et le dernier sondage que je fais aujourd'hui, allez encore une fois sur menti.com, code 70 42 08 50, pardon, 70 pour les Français. Quelles sont les principales raisons de la non-réussite du changement selon vous? Alors, c'est un word cloud, alors gênez-vous pas, tapez plusieurs choses, retapez encore une fois derrière si vous voulez. The more the merrier, comme on dit en anglais, le plus, le mieux ça vaut. Alors, vous avez 1 minute et on part maintenant. Puis mettez-le en français ou en anglais quand vous voulez. De préférence en français, mais en anglais, ça ne fait rien. Si c'est plus facile pour vous. Anaïs, ça a l'air de marcher? Ah oui, oui, je viens de me faire plaisir et de répondre également, donc ça marche. Parfait, alors je fais comme avant, le reload. Ce qui va arriver,
C'est bizarre, normalement, c'est de revenir tout de suite. Donc, puisque là, ça c'est un outil suédois en plus, là, je vais parler avec le propriétaire, parce que ce n'est pas normal que ça arrive, ce genre de choses. Alors, je vais lui dire qu'il faut faire il y a un bug quelque part, c'est clair. Alors, je fais un reload. Ouais, écoute, là, moi, j'ai répondu, donc ça va. Voilà, ça vient, je fais le reload, ça venait pas automatiquement. Ah, voilà. Ah, voilà. Ah, voilà. Voyons. Alors, la peur, exactement. Ça, c'est classique pour le milieu suisse français, suisse francophone. Ouais, la culture, nous travaillons en silo. Ben, il faut les casser, ces silos, c'est clair. Mais pas les casser comme ça. Il faut les casser lentement, mais sûrement, pour pas qu'il y ait trop de froissement, mais que ça doit se faire de façon effective. Voilà. Alors, culture, peur, manque de communication. Ah, ça, exactement. Absence d'agilité, j'aime beaucoup ça. Exactement. L'absence d'agilité est quelque chose qui va risquer non seulement votre survie, mais aussi la longévité de la société. Donc voilà, donc je continue. Donc on a culture, peur, manque de communication. Merci, nous avons 32 qui ont voté, il y en a encore quelques-uns. On est à 64, je ne vois pas, 54 personnes qui sont là. Donc, si vous en mettez encore quelques-uns de plus, ce serait pas mal. Et puis, tout ça sera partagé, évidemment, dans les supports et tout. Très bien. Nous continuons. Alors, allons-y. Voilà. Alors, moi, j'essaie de sortir de ce truc. Évidemment, c'est la même chose, mais on ne s'inquiète pas, parce qu'on sait que c'est comme ça. Voilà. Excusez-moi. Et je reviens tout de suite. Voilà. Hop. Alors, nous allons parler du sujet pourquoi, où est-ce que ça commence quand on réussit. Je vais juste partager mon écran encore une fois. Comme ça, on est tout bon. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Anaïs? Tout à fait, on voit toujours l'écran, tout se passe bien, tout va bien, on est toujours là, c'est très bien. Parfait. Donc, vous voyez where are we heading, c'est ça? Exactement. Parfait. Alors, voici le sujet principal que je vois souvent en tant que praticien de l'autre côté de la table et tout. Ce qui se passe très souvent, si on a un board et une direction, l'un pour l'autre séparés. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que rarement, tout le monde dans la même dans la direction ou dans le board, ils ont tous allumé leur GPS. Et si déjà ils l'ont allumé, ils n'ont pas tous tapé la même adresse, c'est déjà une adresse du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça ne joue aucun rôle quelle route on va prendre, on ne va pas arriver au même endroit. Par exemple, c'est comme si on va skier à Verbier, ben, en fin de journée, il y en aura certains qui arriveront à Médran et d'autres, ben, ils se reverront à Haute-Nanda. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, on n'arrive pas tous au même endroit. Alors, ça, c'est sine qua non, que la stratégie soit définie proprement et résumée sur une seule page et aussi qu'elle soit vraiment sur le point, que tout le monde et tous le GPS allumé, comme je viens de le dire, et typer la même adresse, soi-disant. Et c'est ça qui est important pour pouvoir réaliser la vision. Autrement, vous pouvez faire ce que vous voulez, on aura des différences et on va surtout, ce qui risque d'arriver, c'est que une division A, son chef dira, voilà, on va dans cette direction où c'est communiqué d'une certaine façon, et puis le directeur de la division B va vous dire autre chose. Et Anaïs et moi, maintenant, on est collaborateurs de la division A, division B, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va prendre un café et puis on va avoir des messages qui sont peut-être pas en conflit ou ne collent pas tout à fait. Alors, c'est là que la résistance commence, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se manigance, la politique, est-ce qu'on garde notre job et puis on est les bons, donc qu'est-ce qu'on va faire? On commence à regarder ailleurs. Et c'est ce qui se passe, que les meilleurs, eh ben, ils se barrent d'abord quand ils voient des choses pareilles. Donc, on veut retenir les meilleurs et les développer et les garder aussi longtemps qu'ils veulent bien rester. Donc, c'est à nous de voir ça. Alors,
parlons donc du changement, encore une fois. Donc, je vous avais dit ou raconté qu'il s'agissait d'abord prendre conscience de pourquoi, parce que le pourquoi, souvent, je dis, alors je vais faire à Claude maintenant, écoute Claude, voilà, on a décidé maintenant qu'on va déménager le siège à Sierre, disons, en dilatation. Bon, on déménage à Sierre, et je ne dis pas pourquoi, je dis, là, on va le faire, c'était décidé par le bord de tout, voilà, ça doit être fait. Et puis après, un mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Je vois Claude, je te vois de nouveau, puis je dis, Claude, qu'est-ce qui se passe? Il ne s'est rien passé. Et c'est la troisième fois qu'on en reparle. Est-ce que c'est la faute à Claude? Pas forcément. Ça peut être ma faute parce que je n'ai pas travaillé avec Claude pour qu'il ait son What's in it for me. Donc, pourquoi est-ce que je désirais participer à ce changement? Donc, la première lettre dans ADKAR de ce modèle de ProSci, c'est d'avoir la prise de conscience. Pourquoi nous changeons? Où allons-nous? Et ça, c'est au niveau individuel parce qu'on a chacun notre propre perception et aussi nos sacs à dos, bien sûr, c'est comme ça. Et il s'agit en fait qu'il y a un moment donné, le train, il va commencer à quitter la plateforme et il s'agit de se décider si vous voulez ou pas sauter sur la dernière plateforme, sur le dernier escalier du dernier wagon avant que le train ait complètement quitté la plateforme. À vous de choisir les instances. Donc, ce qu'on veut faire le plus tôt possible, on veut créer ce désir de participer et d'être en support du changement. Ensuite, le cas, c'est quoi? La connaissance, c'est deux choses, la connaissance et l'entraînement aussi, en ce qui concerne la conduite du changement, parce qu'on joue tous des rôles indépendamment où on se trouve dans l'organisation, d'un côté, et de l'autre côté, on a aussi le fait, quand il s'agit des nouvelles capacités, donc ce qui va changer. Et une fois qu'on a, on a le nouveau comportement qui est vraiment là, c'est démontré, c'est prouvé, on travaille de façon différente, on commence à adopter le changement, pardon. Et donc, dans ce cas-là, c'est là que les KPI qui sont connectés aux objectifs qui nous bénéficient à réaliser, c'est là qu'ils vont commencer à bouger quand tout ça commence à rouler au niveau de l'organisation. Parce que le changement sur le niveau de l'organisation, c'est la somme du changement des individus. Et ensuite, pour que le patient ne meure pas sur la table d'opération après l'opération terminée, il s'agit de vraiment célébrer les succès et de renforcer le tout. Donc tout ça, on bouge d'avant en arrière dans Awareness, Design, Knowledge, Ability, suivant où on se trouve. Il se peut que subitement le désir qui était là, il a amènerie parce que l'awareness n'était pas construit. Donc, on fait, jusqu'à ce qu'on ait vraiment tout intégré, on fait un petit peu du va-et-vient. Et pour le dire clairement, comme je l'ai vu avec la directrice des enfants SOS Enfants Village, subitement, elle a commencé à faire la résistance. C'était elle la commanditaire. Et on a dû travailler avec elle pour qu'elle comprenne, oui, pourquoi on fait ça et quel avantage encore. En plus, c'était courageuse. Hein. Bon, elle est courageuse. Donc, ce sont les choses qui arrivent. Alors, il faut être au clair que ça commence par moi. Le changement commence par moi-même. La raison numéro 1 du succès du changement, c'est quand vous avez le leadership qui est vraiment là. Bon, pour en finir, dernier slide. Donc, quelle est la recette pour la transformation donc, dans une culture innovante et résiliente et surtout aussi agile? Pourquoi? Encore une fois, il s'agit de la transformation dans l'entreprise agile. Donc, 4 choses qui sont très importantes. Premièrement, c'est d'avoir le courage, comme l'a dit Yves aussi, le courage de prendre les décisions et aussi le courage de changer la donne, qu'on n'est pas seulement les 10% qui travaillent plus ou moins suffisamment avec l'innovation, qui s'en occupent, mais aussi qui savent prendre des décisions, comme je l'ai montré dans les sondages au début. Il s'agit d'avoir, comme il est mis avec le GPS, que nous devons avoir tous aller dans la même direction avec les mêmes buts qui soient bien communiqués, pas seulement une fois, mais c'est la répétition, tout le temps. Et
intégrer la conduite du changement et la rendre mesurable. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas mesurable, comment veut-on savoir si on est réussi ou pas? Et voilà le sujet principal. Alors, pour donner le pouvoir, comme le dit Yves, dans la transformation vers une entreprise résiliente et innovante, il est indispensable que les dirigeants arrêtent de tout donner des ordres et de tout contrôler. Let go of command and control. Et c'est là où ça commence et c'est là où il faut travailler pour les rendre conscients qu'on ne peut plus continuer comme ça, comme on l'a fait avant, parce que les concurrents, ils sont déjà devant et on ne veut pas seulement survivre, mais on veut être gagnant. Voilà. Donc, avec tout ceci, j'aimerais dire merci à tout le monde. Merci à Claude et Anaïs. C'était un plaisir de faire cet exposé et j'espère que vous avez beaucoup de questions, que je n'arrive pas à les voir quand je présente. Alors, moi, je sors de ma présentation et Anaïs, je te repasse le mot. Merci beaucoup, Christian. Merci pour cet exposé. Alors, c'est normal qu'il n'y ait pas encore de questions parce qu'il faut que le temps que les personnes réfléchissent aux questions et qu'ils vont déjà les poser. S'il n'y a pas de questions, moi, j'ai des questions, mais je pense qu'on va laisser un petit peu le temps que ça arrive. En tout cas, très complémentaire avec la présentation précédente et on voit également que c'est aussi une question de mindset et d'état d'esprit. Donc, merci pour ça. Le modèle, tu vois, que je ne connaissais pas encore sur ADKAR, donc merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes là? Nous sommes encore 53 survivants. Bravo à toutes, à tous, parce qu'il est tard et c'est vraiment une preuve d'engagement. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de personnes passionnées, j'allais dire autour de la table, mais non, entre nous, autour de l'écran. Est-ce que vous avez des questions? Alors, moi, j'en ai noté une. Je me permets, hein, puisque les questions… Oui, permets-toi d'écrire. C'est comme ça que ça se passe pour prononcer les questions. Ouais, il y a une question ici en haut. Ah mince, on va griller la place. Il y a des questions. Ah, je les vois. Alors, je regarde. Alors, voilà. Exactement. Alors, Michel Raimondo dit « Ce n'est pas le changement qui est un problème, c'est l'engagement. Les parties prenantes ne sont pas une composante exogène, elles sont une composante endogène. Par conséquent, il ne faut pas gérer le changement, mais gérer l'engagement. » Exactement. Alors, c'est ça l'idée, c'est de créer l'engagement. Parce que s'il n'est pas là, ben voilà. Donc, il s'agit, comme il a dit, comme il a mis dans le livre Invincible Company, il s'agit évidemment d'engager les parties prenantes, donc l'organisation, à définir les objectifs pour commencer. Les objectifs, d'abord, communiquer pourquoi, où va-t-on et pourquoi, mais les engager de façon à demander leurs avis. Et la façon, comment moi je fais ça, quand je fais un travail de stratégie, par exemple, pour commencer, ben c'est que je demande à la direction de définir déjà d'avance un réseau de change agents, donc des personnes, des responsables, mais pas seulement des cadres, mais aussi d'autres personnes avec une influence informelle dans la société, de venir avec nous, avec la direction, si possible le board aussi, de définir la stratégie, où va-t-on. Ensuite, il s'agit aussi des valeurs, d'engager l'organisation dans un ou des ateliers de valeurs et de définir quels sont ces comportements dont parle Yves, quels sont ces comportements qui vont bâtir cette culture d'innovation dont on a tant besoin, et quels sont les comportements qu'on va mettre sur la liste rouge. Moi, je fais comme ça. Alors, ces comportements-là sont des comportements qui vont où? Sur la liste rouge, ou est-ce qu'on veut les garder? Et ça se fait en atelier, en collaboration. Ce n'est pas moi qui va venir dire, voilà, c'est comme ça, comme CEO. C'est la pire des choses que je peux faire. Par contre, il s'agit de ne pas perdre la vitesse. Il s'agit aussi de communiquer alors, par exemple, vous faites un town hall, vous dites rien d'abord, faites rien et rien ne doit dissiper.
il y a un town hall où on dit voilà ce qu'on va faire, pourquoi. Et on va aussi annoncer le town hall 2, on dira plus dans le détail. Et c'est cette équipe-là qui travaille dessus. Et on reste transparent là-dessus. Parce qu'il n'y a rien de pire que quand on perd la vitesse, où on n'est pas clair, on ne communique pas clairement, où va-t-on, pourquoi et quels sont les avantages pour tout le monde. Et faire ça de façon positive. Parce que déjà au début, quand on fait ça correctement, on peut vraiment créer un engagement, déjà demander, vous ferez comment vous. Et puis aussi créer dans le suivi, créer des quiz, des jeux, des formules amusantes qui vraiment boostent l'innovation déjà là, pour vraiment montrer. Et puis, encore une fois, joindre le geste à la parole. Donc, montrer de différentes façons que moi, nous, les dirigeants, on est courageux et il n'y aura aucune sanction. Au contraire, de ne rien faire, c'est pas trop bien, quoi. Donc, mais sans menacer, bien sûr. Merci. Je propose qu'on prenne une autre question. Donc, si tu veux regarder et peut-être choisir une. Je regarde. Ouais. Alors, voilà. Les deux, Life Melody Garia, ADKA, les deux Awareness Ability me semblent souvent les plus difficiles. De votre expérience, a-t-il beaucoup d'awareness qui viennent de la base, qui force le management? Alors, comment je vois la chose, qui force le management? Donc, c'est justement, comme je l'avais dit avant, ADKA s'applique à tout le monde, ça s'applique au board, ça s'applique à la direction aussi. Donc, par conséquent, ce qui est important, c'est que le CEO vraiment pousse le changement, y croit et engage son équipe de direction d'abord pour pouvoir créer un dénominateur commun. Pourquoi est-ce qu'on veut changer? Et ça, on mesure déjà avec des sondages qui ne sont pas des trucs de consultants, j'ai horreur de ça. Ce sont les meilleures pratiques de ProSci. Par exemple, le premier sondage qu'on fait, qui est très performant, très puissant, c'est le PCT, c'est le ProSci Change Triangle, qui d'ailleurs fait partie de ces 3 tombeaux-là que j'ai mentionnés. Et ça va tout de suite vous dire à la base de toutes les recherches et les 10 000 réponses qu'il y a dans les registres de ProSci, il en sort comment faire quand les scores sur une certaine question n'est pas est dans le rouge, disons. Voilà. Alors, si je réponds ça en final, je dis, alors ce qui est important, c'est vraiment de travailler avec l'awareness. Pourquoi est-ce qu'on change? Pourquoi? Le pourquoi est souvent négligé. Il ne suffit pas de dire, voilà, on ne va pas là, et les gars, on va tous par là. Il faut vraiment s'expliquer pourquoi et aussi laisser discuter et mettre en question, accepter la mise en question et puis challenger, oui, pourquoi tu mets en question? Vraiment promouvoir le dialogue. C'est très, très important au début et tout au long aussi. Montrer qu'on a un esprit ouvert parce que moi, j'écoute. Si quelqu'un nous voit un autre avis et si ça a du sens, on va peut-être prendre autre idée. Voilà.